Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Alfredo. Bonsoir David. Alfredo Noriega. Je suis content de vous voir, ça fait longtemps qu'on ne s'était plus vu. Oui, ça fait quelques années. Je suis parti de Bruxelles en 2018, il me semble. Ouais. Oui, par là. Bruxelles qui n'est pas épargné dans le livre à un moment donné d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si c'est un règlement de compte personnel. Non, pas du On peut le dire ou pas? Non, oui, mais tu sais, vous savez, ouais, pardon, c'est rien. Bruxelles me manque encore. Ah oui, non, c'est incroyable parce que c'est une ville. Bon, d'abord, ma femme, elle a vécu ici pendant 20 ans. Mon fils a passé ses premières années de sa vie ici. On a des très bons amis, etc. etc. Donc, parfois, l'un ou l'autre dit « Oh, qu'est-ce qu'il nous manque au Bruxelles ?» Bon, d'accord. C'est du fond du corps que je le dis. Et la place Fernand Coq, etc. Ouais, voilà, tous ces coins. Voilà, exact. Allez, je le dis parce que vous en parlez. On va parler de ce livre, Rends-toi mon cœur, qui est bouleversant, je trouve, extrêmement touchant, extrêmement juste aussi. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien, Alfredo. Avec plaisir. Vous répondez du tac au tac, hein, c'est un questionnaire de Proust, comme on dit, même si Proust n'a rien à voir là-dedans. Si vous étiez Alfredo, un sentiment, vous seriez quoi? La douleur. La douleur parce que pour des questions politiques, pour des questions de nos jours, la politique contemporaine me fait du mal. J'ai du mal à la comprendre, donc parfois je sens une douleur profonde par rapport à ce qui se passe dans le monde. La douleur aussi parce que j'ai perdu mon fils aîné il y a quelques années. Ouais. Et donc on va peut-être en parler là-dessus parce que ça fait un peu partie de la genèse de ce livre. Et cette douleur que je pensais qu'un jour allait se calmer, elle est toujours présente. Par ailleurs, je reste un gars optimiste, joyeux, et j'aime la vie, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement, exactement. Allez, si vous étiez un souvenir d'enfance, du côté de Quito, peut-être? Du côté de la plage, plutôt, parce que nous sommes une famille de la montagne, des Andes, mais 3 mois par année, on passait nos vacances, qui duraient 3 mois à l'époque chez moi, et à la plage, et c'était un moment de, oui, comme on dit souvent, d'insouciance, de liberté, de découverte, en plus, les poissons, les poissons frits, l'odeur du poisson frit. Ah, c'est marrant parce que ma dernière question c'était si vous étiez une odeur. Mais alors on va modifier, on va dire si vous étiez une odeur de Quito, par exemple. Si Quito était une odeur, ce serait quoi? Et je pense que c'est l'eucalyptus. Parce qu'il y a une forêt d'eucalyptus où il y avait, maintenant ce sont des maisons malheureusement, mais il y avait derrière chez moi, j'habitais dans un quartier du sud de la ville. Et derrière, il y avait une forêt immense d'eucalyptus qui n'est pas un arbre andin, qui est un arbre qui était importé d'Europe. Mais j'ai l'odeur est encore là. Ouais, voilà. Allez, on va parler de Quito, on va parler de tout ça, on va parler de votre livre, surtout Rends-toi mon cœur, et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Saw you
extrait de Tears in Heaven, Larmes au paradis, hein, Eric Clapton, chanson écrite à la suite du décès accidentel de son petit garçon. C'est sur le deuil impossible de son enfant. C'est ça que vous vouliez écrire aussi, entre autres? Oui, comme je dis aussi, comme le narrateur plutôt le dit dans le roman, Juan, j'ai toujours pensé qu'écrire sur la mort d'un être cher était une trahison de cet être cher. Pourquoi? Parce que rien n'est pareil que la vie. Et la littérature ne ramène pas à la vie quelqu'un, tout simplement. Mais à un moment donné... bon, après le décès de mon fils, j'ai eu un très long temps où j'arrivais pas à écrire, j'arrivais pas à lire, etc. C'était un moment assez difficile. Pourquoi? Parce que tout était vain. Tout était compliqué, tout était vain. J'étais perdu dans l'existence, malgré le fait que j'étais très bien entouré, qu'il y avait mes autres enfants, etc., etc. Mais j'étais désolé, tout simplement. Ouais. Et à un moment donné, j'ai recommencé à écrire, j'ai recommencé à lire. Et donc, j'ai retrouvé dans la littérature un peu cette énergie, n'est-ce pas, pour continuer. Avec de la fiction quand même, parce qu'ici on est dans un... Moi je m'attendais à un livre noir, parce que c'est la collection On lit noir. C'est noir, mais c'est pas non plus un polar. C'est un récit intime, ce serait même presque un journal intime. De ce Juan qui perd sa fille. Elle est assassinée, en fait. Elle est adolescente, hein, post-adolescente. Elle est assassinée à Quito. C'est ça. Oui, c'est très difficile de s'encastrer dans un genre, n'est-ce pas? Ouais. Et en tout cas, pour nous, les écrivains qui viennent d'Amérique du Sud, c'est très difficile de dire, bon, je vais écrire un polar, je vais écrire un roman noir, etc. Et donc, je pense que je voulais écrire cette histoire qui est en soi, qui contient cette noirceur du monde, de l'existence, de la vie, disons-le. Mais ensuite, les formes par lesquelles j'arrive à en parler viennent de tous les côtés. Ouais. Mais on voit bien, et vous le décrivez de façon admirable, je trouve, la déflagration de cette personne, de cet homme, suite à cet assassinat. C'est le chaos, enfin une espèce de chaos à l'intérieur, dans tous les sens. Ouais. Exactement, c'est-à-dire qu'il perd complètement pied. Ouais. Dans la vie, dans l'existence, il commence à ne plus savoir où il se trouve. Et il fait une sorte de flashback intime qui le ramène peu à peu à la compréhension de ce qu'il a été. Parce qu'il se rend compte que la seule manière d'avoir un peu d'entendement sur ce qui se passe, c'est aussi dans sa propre histoire. Donc il fait ses voyages en arrière et il est constamment rappelé par le passé, par ce présent dramatique qu'il est en train de vivre et par les espaces dans lesquels ces choses-là se passent. Et on sent qu'il essaye de se modérer, enfin je ne sais pas comment dire, de se freiner. Je me demandais en lisant quel lien vous entretenez avec la vengeance, par exemple. Je pense que la vengeance ou tout sentiment extrême nous existe en nous. On peut pas nier que ce qui nous pousse, ce qui peut nous pousser à des actes horribles. Et il n'y a pas d'être humain, je pense, qui n'ait pas en soi ce genre de sentiments. Et évidemment, on est tous des êtres sociaux et aimants en même temps. Et c'est ces aspects-là qui nous font, disons, contenir, ouais. Et c'est ce qui se passe pour Juan notamment. Même si lui, il est aussi originaire de Quito, il va y avoir des allers-retours avec Quito parce qu'il est obligé aussi. Il y a une enquête. Il y a deux histoires. Hein. Il y a son histoire à lui, enfin son deuil, et puis il y a cette enquête. Mais c'est quand même le deuil, je trouve, qui prédomine. C'est lui, on le suit. On est page après page, on est à côté de lui, on est au-dessus de son épaule. Quoi. Vous vouliez montrer ça?
Absolument. C'est-à-dire que lui, il est parti d'Équateur il y a très longtemps. Il vit à Paris. Il vit à Paris, il s'est marié, il a eu des enfants, une vie, on va dire comme ça. Et puis, sa fille rentre en Équateur pour faire un post-doctorat. Oui, elle est vulcanologue, je crois. Elle est vulcanologue, exactement. Et puis... Le crime arrive et donc il est tiraillé par ces deux espaces. Complètement. Et il comprend plus d'où il vient. Il y a une rupture avec son identité originelle aussi. En même temps, il le rattrape. On s'en sort jamais en fait de son identité. Enfin, on voudrait couper, qu'on n'y arrive pas. Exactement. C'est-à-dire que toute personne qui est partie de chez lui pour des raisons quelles qu'elles soient va vivre ces ruptures, mais ces rapprochements aussi. Ouais. Vous l'avez vécu cet exil, vous, puisque vous êtes aussi arrivé en Europe. Oui. Moi, je suis arrivé. C'est toujours difficile de conceptualiser là-dessus. Je suis arrivé pour faire des études en France et je suis resté pour le reste de ma vie. Et donc, cette immigration m'a construit, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, qui je suis, on va dire comme ça, n'est-ce pas? Qui je suis? Est-ce que je suis toujours équatorien? Est-ce que je suis français? Maintenant, j'habite en Grande-Bretagne. Donc, il y a ces éléments de mon identité qui ont bougé tout au long de ma vie. Ouais. Un mot quand même, parce qu'on a parlé de la vengeance, sur la violence, parce qu'elle est décrite aussi dans ce roman, du coup noir, j'ai envie de dire pour l'occasion. Quito, on va voir une photo de Quito. Ça représente quoi? Quito aujourd'hui, ça représente quoi? Voilà, on voit la fameuse colline avec la Vierge. Vous dites à un moment donné cette statue presque ridicule. Exact. C'est quoi cette ville aujourd'hui? Quito était, on peut parler au passé, un pays assez calme en Amérique du Sud, malgré le fait d'être entouré des pays où le narcotrafic est très présent. La Colombie est juste au-dessus. Et le Pérou. Ouais. Et tout d'un coup, depuis une petite dizaine d'années, c'est devenu la plaque tournante du narcotrafic. Et donc, on est passé d'être considéré, entre guillemets, je le dis bien entre guillemets, la Suisse de l'Amérique du Sud, et pour devenir le pays le plus violent d'Amérique latine, un des plus violents dans le monde. Oui, je crois qu'il y a une des villes les plus violentes du monde. C'est pas Quito, mais c'est la ville qui est au sud, à Durán, c'est ça? Durán, Guayaquil, qui est la grande ville, et Durán qui est une Guayaquil, ville à la périphérie. Corruption, les gangs, les homicides, plein d'homicides. 10 000 morts l'année dernière, en 2025 en Équateur, donc 10 000 morts violentes, donc ça fait un cataclysme. Donc cette ville qui est patrimoine de l'humanité, et cette capitale très belle, quand on la visite, est devenue un lieu intenable. En plaçant l'assassinat de Justine, donc la fille de Juan, dans votre roman, dans un quartier de Quito, vous vouliez montrer ça aussi, quelque part? Il y avait aussi cet aspect-là? Oui, ce livre, je l'ai commencé à écrire il y a une bonne dizaine d'années, et donc avant que la situation en Équateur se dégrade à ce point-là, mais l'Équateur, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, sont pris par la violence, n'est-ce pas? Et puis, oui, je voulais montrer évidemment cette violence de la vie quotidienne là-bas. Et les militaires qui sont partout, c'est Daniel Noboa qui a été reconduit, qui est toujours président, c'est ça? Qui est toujours président, Quoi, il fait ce qu'il peut Bon, moi, je suis très critique par rapport à ce nouveau gouvernement équatorien, Noboa, et tous les présidents qui sont arrivés après Rafael Correa. Et ils ont détruit le peu d'État qui existait en Équateur. Et maintenant, on se retrouve avec une militarisation du pays. Donc, aucune, de mon point de vue, aucune liberté de mouvement, d'expression, etc. Ouais. Il y a tout ça en filigrane dans votre roman, c'est ce décor de Quito. Vous décrivez bien les quartiers aussi. On parlait d'odeurs tout à l'heure, les odeurs, cette forêt d'eucalyptus qui recule aussi parce qu'on construit. C'est ça, on veut faire une ville moderne et puis voilà. Et il y a une façon d'écrire aussi, des phrases très courtes, très punch, comme on dirait aujourd'hui. Ça commence comme ça: ma fille Justine a été assassinée à Quito.
C'est simple, il n'y a pas de violon. Vous n'avez pas voulu enrober ça de violon, quoi. Oui, c'est-à-dire que quand on est face à cette histoire, j'ai découvert cette histoire, l'histoire qui démarre le roman, c'est un fait divers. Okay. Et donc, qui existait. Qui existait, ouais. Oui. C'est un fait divers qui existait. Quand j'ai lu cette histoire, c'était dans les journaux en Équateur, et j'étais très touché par l'histoire, et je me suis dit, j'écris cette phrase en premier, et à partir de là, tout s'est déclenché. Tout se déroule, tout s'est déroulé de manière naturelle. Donc l'histoire est arrivée avec ce rythme, si je peux dire ainsi. Ouais. Mais les phrases restent justement épurées. Il y a une volonté de nous toucher directement, en fait. Oui, je pense qu'il n'y a pas lieu à faire des métaphores ou dans ce genre d'histoire. Et je n'en voulais pas, oui. Magnifique livre. On salue Patrick Delperdange, qui est le directeur de collection, c'est ça? Tout à fait. Patrick, quand il a été nommé, disons, pour diriger la collection All in Noir, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je peux t'envoyer un texte. Il a pris. Donc je suis... Il a très bien fait. Très, très content. Merci beaucoup pour ce roman Alfredo. Juste avant de nous quitter et de retourner à Cardiff, parce que vous habitez Cardiff au Pays de Galles, vous m'avez dit, moi mon coup de cœur, c'est un festival. Vous connaissez pas, moi je connais, c'est Tafwil. Voilà, on voit une des photos de Tafwil. Pourquoi, en 2 mots, ce festival? Bon, moi quand je suis arrivé en Grande-Bretagne, j'avais cette image des Britanniques très figés, évidemment stéréotypés, austères et tout. Mais évidemment, les Gallois sont très différents. Et ils ont cette lutte culturelle avec les Anglais qui est très forte. Et ce festival représente cette lutte. Allez, on essaiera d'aller l'année prochaine parce qu'il va te passer. C'était en 2026, on ira en 2027. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Rends-toi mon cœur, Alfredo Noriega. Précipitez-vous sur ce livre, c'est bientôt les vacances, c'est un livre à glisser dans sa valise. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.